Ouais, pardon. C'est bon? Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des râleurs qui passent notre temps à pleurer, à chercher des excuses, à nous... Putain, excuse-moi. Mesdames et messieurs, nous sommes tous des râleurs qui passent notre temps à pleurer, à chercher des excuses, en oubliant la chance que nous avons d'avoir un minimum vital qui nous permet de vivre depuis la naissance, en oubliant que nous avons une famille qui nous aime et que nous aimons en retour, ou alors en oubliant d'avoir depuis la naissance nos 5 sens. Écoutez, votre fille, elle aura sûrement une vie un petit peu plus compliquée que vous, que ses amis, que sa famille. Votre fille, lui manque un sens, monsieur. Elle ne verra jamais de sa vie, monsieur. Alors j'ai eu un manque d'oxygène à la naissance. Du coup, la partie qui s'occupe de la vue a été détruite. Et puis mes parents l'ont vue quand j'avais 3 mois. Parce que normalement à 3 mois, un bébé il suit les objets des yeux. Puis là, je ne suivais pas les objets des yeux. Voilà, et après ils ont investigué, il y a eu des contrôles. Ils ont vu que je ne voyais pas. Aller à l'école est quasiment pour tout être humain de ce pays une case obligatoire à compléter dans sa vie. Mais quand on est atteint de cécité, ça se complique. Alors j'étais d'abord, la première année enfantine, j'ai été intégrée. Et je sentais que l'enseignante ne m'acceptait pas. Et du coup, je n'ai pas parlé pendant une année à l'école. Et ensuite, j'étais en école spécialisée parce qu'à l'époque, l'intégration n'existait pas pour l'école obligatoire. Et puis là, c'est la première fois que je me suis sentie vraiment handicapée. J'avais 6 ans, je devais prendre le train tous les jours, tôt, pour aller à Lausanne, depuis Yverdon. J'habitais à Yverdon à l'époque. Et je rentrais le soir. Et puis c'est la première fois que je n'allais pas à l'école à la même place que ma sœur, que les enfants du quartier. Alors avant, je savais que je ne voyais pas, que j'étais différente, mais pour moi, ce n'était pas un problème. Puis tout d'un coup, on me disait, c'est un problème, tu es différente et tu dois aller dans une école spécialisée, tu ne peux pas aller à l'école comme tout le monde. Donc c'est vraiment la première fois que je me suis sentie handicapée. Natacha n'a même pas été dans une école spécialisée. Non, elle a été dans une école traditionnelle. Dans un système qui est conçu pour des gens voyants. Alors d'abord j'ai fait les trajets, après j'ai fait 3 mois en internat, mais je ne supportais pas. Parce qu'en fait, le niveau à l'époque était très bas. Et je m'ennuyais beaucoup. Et moi, j'avais envie, c'était d'aller à l'école avec les autres. Et comme l'intégration n'existait pas, c'était après 2 ans de bras de fer avec l'administration qu'on a pu commencer l'intégration. Donc j'étais intégrée dès l'âge de 8 ans. Et puis là, je suis arrivée dans une classe, j'avais l'habitude d'une classe de 6 à 10 élèves qui était relativement silencieux. Je suis arrivée dans une classe de 20, une cour de récréation avec plusieurs centaines d'enfants. Et puis au début, je restais pas mal en retrait parce que j'avais de la peine à aller vers les autres, parce que d'aller vers les autres quand on ne voit pas, c'est très difficile. Et puis les autres, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas m'interpeller par le regard, ils ont de la peine à venir vers moi. Donc il me faut beaucoup plus de temps. Et aussi dans un système où les profs, les élèves, ses camarades détestent ce qui est différent. Il y a des enseignants qui m'ont bien acceptée, d'autres moins. Une fois, j'étais arrivée à une leçon de gym et puis il y a un prof qui m'a dit tu peux faire 2 heures de corde à sauter dans les vestiaires, mais moi, je ne veux pas d'handicapés dans la salle. Puis après, j'ai fait pendant une année, j'ai fait des punitions en classe parce que je n'avais pas le droit de faire la gym. Donc c'est vrai qu'il y a eu des enseignants comme ça qui, pour eux, la différence, c'était au-delà
ce qu'ils pouvaient supporter, au fait. Il y a des gens qui arrivent jamais à franchir ce pas, au fait, de la différence. J'avais une enseignante de couture qui voulait pas que je sois dans la classe. Et puis, moi, j'avais 12 ans à l'époque, puis je me suis dit que si je montrais de l'enthousiasme, si je montrais que j'étais attentive, que je voulais faire vraiment au mieux, me donner toute la peine du monde et tout, que j'allais pouvoir la convaincre de m'accepter, au fait, de simplement être acceptée, au fait. Et puis, je pensais avoir réussi jusqu'au jour où j'ai dû rembourrer un oreiller. Puis, pour le rembourrer, elle m'a donné de la laine de verre. Et puis, je suis revenue avec les mains en sang. Et puis là, c'est vrai que j'en ai pleuré toute la nuit, mais pas de douleur, mais parce que je me rendais compte qu'au fait, il y a des gens qui passent jamais ce pas-là, quoi. Pourtant, Natacha a fait bien plus que nous. Alors, on a gagné pendant 10 ans toutes les courses de la Coupe d'Europe. Et sinon, 2 fois les championnats du monde en géant, 1 fois en super G, 1 fois en slalom, 1 fois en combiné. Et puis 1 fois les Paralympiques en géant super G combiné. Mais la différence entre elle et nous, c'est qu'elle s'est battue. Il y a une expression qui dit, mais je savais pas que c'était impossible. Donc je l'ai fait, au fait. Quand j'avais fait la première fois, je me rappelle, à ski, j'étais arrivée, je m'étais entraînée pour le slalom spécial. Et puis je suis arrivée à mes premiers championnats du monde, puis on m'a dit comme ça, mais le slalom spécial, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Et puis je dis, mais je ne savais pas que c'était impossible, alors je me suis entraînée. Et le fait de ne pas savoir que c'est pas possible, en fait, on le fait simplement, quoi. Et puis c'est la même chose pour le théâtre, en fait. Je me suis pas mis des barrières. Pour moi, le critère que les autres me disent que c'est pas possible, c'est que moi qui peux dire si c'est possible ou pas. Alors, le théâtre, petit à petit, au fait, je l'ai juste fait, quoi. Un petit enfant aveugle, on lui donne 1 mètre carré. Il va pas aller plus loin, parce que pour aller plus loin, il faut voir ce qu'il y a plus loin pour avoir cette envie, au fait. Quand je lançais un ballon petite, j'ai l'impression qu'il allait se perdre, en fait. Donc, je n'osais pas le lancer, au fait, parce que pour moi, s'il dépassait 1 mètre, il allait pas. C'était au-delà de mon monde, au fait. Donc, le ski, ça me donnait cette impression un peu d'espace, de pouvoir me dire, voilà, je franchis avec la vitesse. Finalement, j'ai une certaine notion de l'espace, au fait. Car maintenant, une question à vous poser, c'est comment on rêve? Comment on pense? Comment on se remémore des souvenirs? Car quand on est aveugle depuis la naissance, cela signifie qu'on n'a aucune représentation visuelle de notre tête. Quand on est aveugle de naissance, le cerveau ne sait pas ce que c'est une image, il ne peut pas se les créer. Donc je rêve avec du bruit, de la chaleur, des sons, mais pas d'images visuelles. Mais par contre, j'ai des images tactiles. Quand je fais le tour, quand j'arrive dans un nouveau lieu, j'ai besoin qu'on m'aide à faire le tour de ce lieu pour me montrer où sont les différents objets. Et après, en fait, je fais la même chose en théâtre, je me fais un plan dans la tête. Et puis ce plan, il est hyper précis parce que je sais toujours où je suis par rapport aux objets, mais je sais exactement où sont les différents objets par rapport à un plan tactile. Donc c'est pas du texte, c'est vraiment une image tactile que je me représente, quoi. Et après, au fur et à mesure que je me déplace dans la salle, c'est un peu comme si le plan, il se déroulait, il n'y a pas une vue d'ensemble comme ça, mais c'est comme si le plan, il se déroulait sous mes doigts, en fait. Comment vous leur expliquez, voilà, maman n'a pas la vue? Alors, je leur ai dit dès leur naissance. Déjà à la maternité, qu'ils comprennent ou pas, ils comprenaient sûrement pas au début, mais je leur ai quand même dit. Et après, ils ont assez vite vu que je réagissais autrement. Par exemple, la grande, quand on voulait que je la prenne, elle se tapait comme ça sur la poitrine, elle ne tendait pas les bras.
Donc, et très vite, quand ils ont fait des dessins, par exemple, ils me prenaient la main pour me montrer, regarde, là, j'ai fait une maison, là, et puis ils me montraient comme ça, au fait. Ah, donc, le handicap, ils l'ont très vite compris, que j'avais une différence, et puis ils en tenaient compte dans ce sens-là, quand ça les arrangeait, hein, disons. Mais sinon, ils ne tenaient pas compte de mon handicap dans le sens où, par exemple, s'ils laissaient traîner un livre ou une construction au milieu du couloir puis que je m'en approchais trop, ils criaient, mais pas parce qu'ils avaient peur que je tombe, ils avaient peur que je fracasse leur truc, quoi. Parce que pour eux, le fait que je ne vois pas, au fait, ça leur passait 3 kilomètres en dessus. J'arrivais à le faire, j'arrivais à m'occuper d'eux, j'arrivais à leur lire des histoires, je me débrouillais comme une autre maman. Puis le fait que ce que ça impliquait de plus, donc plus de temps, d'énergie, de concentration, pour eux, ça leur passait par-dessus, quoi. Le but, c'est que j'y arrivais. Et je trouvais mieux comme ça. Donc j'ai essayé d'être une maman simplement comme tout le monde. Donc je devais chaque fois anticiper. Donc j'ai appris une 60aine de livres par cœur pour pouvoir simplement leur lire des histoires. Après, j'ai appris 2 places de jeu par cœur. Comme ça, je pouvais aller avec eux à ces places de jeu. Mais je ne pouvais pas rester sur le banc. Donc j'étais tout le temps à côté d'eux. Et très concentrée. Donc je les reconnaissais à leur façon de marcher. Et puis j'arrivais à les reconnaître comme ça dans un groupe. Et j'étais tout le temps vers eux, en fait. Et très, très concentrée. Donc, pour moi, ça me demandait énormément. Mais ça, ils ne le savent pas, en fait. Ils ne le voyaient pas. C'est la société, au fait, qui m'a rendu le plus difficile. Parce que dans l'éducation, comme ça, j'ai toujours trouvé des moyens. J'ai toujours trouvé de quoi me débrouiller. Donc, si je devais les amener à un anniversaire, soit je m'arrangeais avec une autre maman, soit j'anticipais et j'apprenais le chemin. Mais ce qui était difficile, c'était les gens. Quand j'étais enceinte de ma première fille, je ne pouvais pas sortir une seule fois sans avoir des remarques. Et puis les gens ils disaient « Oui, mais quand même, quand on est aveugle, on ne fait pas d'enfants. Et les gens comme vous, il faut les stériliser. » Et puis c'était tout le temps. Et puis après, quand ma grande, elle est née, ça a continué jusqu'à ce qu'il y ait eu une série d'articles d'émissions de télévision. Et puis là, après, ça s'est calmé. Et après, ça s'est bien calmé. Puis après, je suis venue habiter à Boudry. Puis à force que les gens me voient, c'est vrai que les remarques, elles se sont arrêtées. Mais au début, c'était tout le temps, en fait. Natacha peut nous prouver que même si, au départ, nous ne sommes pas mis comme gagnants, parce que nous paraissons différents des autres, cela n'est en rien une excuse valable pour pleurer sur son sort. Car la seule personne à qui vous ne pouvez pas mentir, c'est à vous-même. La différence avec Natacha, c'est que même si elle a été aveugle durant toute sa vie, elle au moins, elle a eu le courage d'avoir la vision en elle. Alors je l'ai créé parce que j'avais envie de partager cette richesse que j'avais, parce que je me suis dit que j'avais la chance, au fait, d'avoir la chance de pouvoir voir autrement. Et puis ça donnait des capacités, des compétences que des voyants n'avaient pas. Et puis je voulais partager cette richesse avec des voyants pour qu'ils puissent expérimenter, développer des compétences et après les associer à la vue pour augmenter en richesse, en fait. Donc cette entreprise, c'est Step to Blind et je l'ai créée en 2018 et là pour objectif vraiment de faire découvrir la richesse et la puissance des autres sens que la vue aux personnes voyantes.